Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Hélène Kounz, professeure à l'INSEC Paris, auteur de Portrait de vie, l'incroyable histoire de Kamala Harris. Hélène Kounz, bonjour. Bonjour. On aurait pu penser, au moment des événements de Tulsa, il y a un siècle, qu'un siècle plus tard, 100 ans plus tard, une femme noire serait vice-présidente des États-Unis, à un battement de cœur, comme on dit, de la présidence. Oui. Tant mieux. C'est pas pour autant cet incident à Oklahoma, à Tulsa, est particulièrement problématique, car on sort des sentiers battus en ce qui concerne la justice raciale. Donc, de ce point de vue, c'est très inconfortable. D'abord, je pense, parce que l'incident nous oblige de qualifier le terrorisme domestique. Kamala Harris en avait parlé plusieurs fois avec beaucoup d'émotion quand elle relatait la difficulté de faire passer des lois sur le lynchage. Et donc, on est là pour le coup. Il y avait préméditation, il y avait l'organisation, et au vu du nombre de victimes, on est quand même dans un cas de terrorisme domestique, aussi usage des moyens de l'État. Un événement que l'Amérique d'aujourd'hui n'a toujours pas exorcisé. Alors, vous savez, j'ai animé dans un colloque ici à Paris, il y a maintenant 3 ans, auprès des universitaires américains. Et je n'ai saisi l'occasion pour en parler. Vous savez, c'était une belle opportunité de rectifier l'histoire et faire connaître l'histoire. Quand on dit que l'histoire est très enfouie, nous sommes très nombreux à essayer de le faire vivre et d'en parler quand on a l'occasion. Et la plupart de mes confrères venant des États-Unis ne connaissaient pas cette histoire. Pourtant, vous l'avez bien montré dans votre reportage, il y a des plaques commémoratives partout. Pourtant, il y avait une commission d'enquête dans les années 1990. C'est un fait qui n'est pas enseigné aux jeunes Américains, comme l'est par exemple Rosa Parks, qui refusa de changer de section dans le bus dans lequel elle avait pris place des années plus tard. On parle de 30-40 années, à l'époque où des lois ségrégationnistes existaient toujours dans des États du Sud, mais où il n'y avait plus, du moins plus à cette échelle, des lynchages. Oui, c'est pour ça que je parle des sentiers battus. L'histoire de Rosa Parks et d'autres est connue, reconnue, confortable, et on peut le raconter un peu à toutes les sauces, alors que cette histoire-là ouvre une boîte de Pandore qui est cette question éventuelle de réparation. Réparation, entendons bien, indemnisation des survivants et des descendants. Donc, lors de cette commission dans les années 90, à Oklahoma, ils ont interviewé les poignées des survivants. La recommandation de cette commission, c'était justement une indemnisation pécuniaire, donc de l'argent, hein? Et donc, au final, c'était que des plaques commémoratives. Qu'est-ce qui empêche les États-Unis, justement, d'honorer la mémoire des victimes en réparant le dommage causé, le tort causé à l'époque à leur famille, et donc en indemnisant les survivants, d'après vous? Je pense qu'il y a un désaccord extrêmement profond sur les torts et les raisons. Vous savez, ça date jusqu'à la guerre civile américaine. Mais les lynchages, les mises à sac, elles sont indéniables. Indéniables. On est face à une nuit de cristal américaine. Merci, c'est vrai, mais même notre 6 janvier de cette année, on est dans le déni. Donc vous voyez, il y a quand même une suite de l'affaire. Il y a 100 ans, c'était Tulsa, mais il y a 5 mois de ça, c'était Capitol Hill. Et c'est le même déni qui s'opère. Le danger réel en termes de notre démocratie, c'est le déni de vote. Il y a une vague de législation maintenant dans les chambres locales qui tentent de faire en sorte que les gens qui sont éligibles à voter ont le plus de mal à exercer leur droit de vote. Voter suppression, on appelle ça aux États-Unis. Un certain nombre d'États, c'est le cas notamment de la Géorgie, qui avait basculé, dont les 2 sénateurs ont basculé côté démocrate à la dernière élection présidentielle, dont l'État lui-même, les grands électeurs, ont été attribués à Joe Biden, tente aujourd'hui de limiter la capacité des électeurs américains à faire entendre leur voix dans les urnes? Oui, la situation est dangereuse pour eux parce qu'ils savent que la politique qu'ils mènent, ils ont du mal à balayer large. Ils ne peuvent pas avoir une stratégie qui rassemble. Ils n'ont pas réussi à rassembler large autour d'eux. Donc, la seule stratégie qui marche, après le gerrymandering, c'est aussi le... Gerrymandering, c'est le redécoupage des circonscriptions. Tout à fait, qui ne correspond pas à la réalité des quartiers.
Hélène Kounce, vous considérez que le fait que l'Amérique n'ait pas réussi à venir à terme, come to terms, comme on dit en anglais, avec cette affaire de Tulsa, voir la réalité en face et la reconnaître pour ce qu'elle est, c'est-à-dire encore une fois une nuit de cristal à l'américaine, vous considérez que cela participe aujourd'hui du climat qu'on a vu s'exprimer à la suite de la mort de George Floyd des mains d'un policier blanc aux États-Unis, et donc ces nuits d'émeutes, cette colère qui a surgi d'un coup? Oui, mais pour moi, justement, c'est différent. Encore, la situation terrible de George Floyd était un peu dans les lignées, dans la suite logique, acceptable et entendable de Rosa Parks, un peu que ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous voulez dire qu'on peut tous comprendre qu'il n'y a la colère face aux images que l'on a vues de George Floyd, elle transcendait les clivages noir-blanc, c'est ce que vous expliquez là? Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire ça correspondait un petit peu à ce qui était décidé lors de la reconnaissance de la justice raciale. Vous savez, hein, il y a... Pardonnez-moi, mais pourtant, il y a une lecture très différente de ces mouvements de colère qu'on a vu s'exprimer à cette occasion dans les villes américaines. Il y a eu certes, bien sûr, et y compris au sein d'une partie de la communauté blanche américaine, celle qui vote en particulier démocrate, la compréhension de ce mouvement, parfois même l'identification à ce mouvement, mais beaucoup, au contraire, ont considéré qu'il s'agissait d'un mouvement violent, dangereux et menaçant. Oui, c'est vrai. Alors, quelle solution? Parce que justement, vous touchez à quelque chose qui est important à comprendre. Quand les quartiers noirs sont, on va dire, pour être dans les stéréotypes, un peu appauvris ou assistés, ça pose problème. Mais là, pour le coup, on avait un quartier noir qui a été aisé, prospère, et il fallait le raser. Donc, c'est peut-être là aussi où il y a une terrible difficulté. Vous parlez de Greenwood. En 1921, ce quartier-là était un quartier de la bourgeoisie noire, entre guillemets, de l'époque. Tout à fait. Et c'était tout à fait explicable. Alors, le petit nom, c'était The Black Wall Street. Alors, on n'entend pas Wall Street comme la bourse, hein. On entend Wall Street comme prospérité et une classe moyenne florissante. À l'Oklahoma, il y avait énormément de pétrole. Mais il y avait aussi la ségrégation. Donc, il y avait des gens qui s'en sortaient plutôt bien, mais ils ne pouvaient pas fréquenter les établissements blancs à cause de la ségrégation. Donc, ils ont dédoublé tout et ils ont créé leurs propres établissements. Et ça, c'était insupportable, dites-vous, pour une partie de la communauté blanche. Et donc, indépendamment de la véracité ou pas de l'agression de cette femme blanche par un Afro-Américain, il fallait détruire ce quartier, symbole de la réussite, de la capacité des Noirs américains affranchis à réussir. C'est pour ça que je dis que c'est particulièrement problématique au-delà de toute autre histoire. Et je pense que c'est pour ça que ça demeure enfoui parce que ça génère un terrible inconfort. Qu'attendez-vous de Joe Biden aujourd'hui? D'abord, est-ce que vous considérez que sa présence en elle-même est importante, elle est symbolique, elle change la donne, ou faut-il qu'il aille plus loin? Et alors, annonce déjà qu'il est là, c'est énorme. Vous savez, dans mon livre Portrait de vie, je parle de ces femmes qui œuvrent dans l'ombre depuis des décennies, justement pour qu'une journée comme hier puisse se faire et que ça soit reconnu au plus grand nombre, notamment Karen Bass, qui est responsable de Congressional Black Caucus. On parle là des femmes, parce que pour ce qui est de la cause des Afro-Américains, il y a déjà eu un Afro-Américain élu à la Maison-Blanche, c'était Barack Obama. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il n'a pas... Alors, je ne sais pas, bon, il avait d'autres choses à faire. Je ne juge pas pourquoi il n'a rien fait à cette époque-là. Mais je pense que il peut nous surprendre en parlant très concrètement des réparations. Peut-être c'est lui qui va lancer le là. Et ça sera vraiment la première fois qu'un président américain parle de ce sujet avec toute la gravité de son pouvoir. On annonce l'extension possible de contrats fédéraux aux petites entreprises défavorisées, dirigées notamment par des Afro-Américains. On annonce l'investissement de dizaines de milliards de dollars dans des communautés comme celle de Greenwood, justement. Vous attendez plus ou ça vous satisferait? Je pense que c'est déjà réparer les années Trump, là. Je pense que c'est juste remettre l'existant. Qui a été détruit dans l'ombre avec beaucoup de volonté par l'administration Trump. Il faut aller plus loin. L'État américain est responsable de ce qui s'est passé en 1921 et doit donc indemniser les victimes aujourd'hui directement. Ah ben, clairement, si... mais le danger, évidemment, c'est que ça sera pris à partie de manière politique. Tant pis.
Joe Biden, parce qu'il n'est pas afro-américain, a davantage de possibilités justement d'aller dans ce sens-là, de ne pas se faire accuser d'être l'otage d'une communauté que n'aurait pu l'être justement Barack Obama. C'est là que se situait peut-être la timidité du précédent président, d'après vous? C'est intéressant comme analyse, tout à fait possible, surtout quand on regarde le parcours de M. Biden, c'était extrêmement contrasté, n'est-ce pas? Donc peut-être pour lui, il va le prendre comme une vraie revanche sur son propre histoire. Merci beaucoup Hélène Kounz d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage Portrait de Veep, l'incroyable histoire de Kamala Harris.